Et là, c'est fait avec l'université de Zurich, notamment. Et la possibilité aussi d'étudier le monde des vaccins, puisque vous êtes un spécialiste depuis très longtemps, finalement. Quand je suis parti de CureVac, j'ai ramené à l'hôpital universitaire de Zurich donc un essai clinique de vaccin contre le cancer du poumon. Donc je continuais mes activités. Quand j'étais le chef de CureVac, le CSO, Chief Scientific Officer, j'avais commencé en 2004 une collaboration avec l'oncologie à l'hôpital universitaire de Zurich. Mon idée à l'époque, c'était de faire aussi donc un essai clinique en Suisse, puisque comme je disais, la Suisse à l'époque était indépendante de l'Europe. Donc on avait des essais cliniques en Allemagne, donc qui tombaient sous les autorités allemandes et européennes. Et je me suis dit, c'était aussi bien d'avoir un essai clinique qui commence en Suisse, parce que la Swissmedic est indépendant, peut aller plus vite ou moins vite, mais au moins on n'a pas tous nos œufs dans le même panier. On fait un essai clinique en Europe et un essai clinique en Suisse. Donc j'avais pris contact déjà en 2003-2004 avec l'oncologie à l'hôpital universitaire de Zurich, ville que j'aimais, donc ça combinait mon amour pour cette ville et le travail. On a commencé à en discuter avec le chef de l'oncologie de l'époque, et lorsque j'ai décidé de quitter CureVac en 2005, je l'ai appelé en lui disant « Écoute, je me libère de CureVac, donc j'aimerais continuer sur l'ARN, donc plutôt que de faire l'essai clinique en collaboration, je viens le faire directement à Zurich. » Et donc, j'ai ramené effectivement cet essai clinique. Les études ont commencé à Zurich, la partie administrative, dès 2006. L'essai clinique a commencé ensuite. Donc, le Swissmedic a été la deuxième organisation au monde, après le Paul Ehrlich Institute, à travailler et à autoriser la recherche clinique en vaccin mRNA. Donc ça, c'est assez intéressant, parce qu'on est en train de parler de ces vaccins ARN et on dit que c'est une nouvelle technologie toute neuve, mais en fait, là, vous parlez de 2003 déjà, quand vous arrivez, et Swissmedic, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Le premier essai clinique, je l'ai fait en 2003, en Allemagne. La première patiente injectée, une patiente cancer, a été injectée en 2003. Donc, et ici, effectivement, en Suisse, donc, on a commencé à travailler sur la partie administrative du vaccin avec Swissmedic en 2006. Ce vaccin a ensuite été fait, donc un vaccin contre le cancer du poumon, est publié depuis. Comme je disais, à l'époque, la Suisse était en pointe, puisque c'était le deuxième pays au monde à autoriser donc des injections d'ARN messager, en l'occurrence chez des patients cancer. Non, c'était avant tout le cancer. On focalisait à l'époque les vaccins ARN pour des patients cancer. Il y avait assez peu d'intérêt à l'époque des investisseurs, des financiers, sur des vaccins contre des maladies virales. Et à l'époque, tout le développement de l'ARN messager n'était que grâce à des financiers. La recherche publique n'était pas intéressée par nos travaux. On n'a pas réussi à publier nos travaux à haut niveau. C'était tout rejeté parce que le monde scientifique et le monde médical considéraient que l'ARN messager ne pouvait pas fonctionner. Donc nos recherches n'intéressaient personne. Quand je donnais des conférences sur l'ARN messager, il y avait zéro question, aucun intérêt. Donc tous les financements qu'on a eus pour CureVac, c'était des investisseurs privés qui, eux, ont vu le potentiel de l'ARN messager comme vaccin. Et donc, eux étaient surtout intéressés par des vaccins anti-cancer, puisque là, il y a un retour sur investissement qui est quand même plus important que des vaccins contre la grippe pour lesquels il y a déjà des vaccins en place qui sont pas chers. Et le coronavirus a tout changé, c'est ça ? Le coronavirus a donné un coup d'accélérateur incroyable. J'attendais à ce que des vaccins anti-cancer ARN soient approuvés, disons en 2022. La compagnie BioNTech en Allemagne est très avancée sur certains essais cliniques qui fonctionnent bien. Donc j'aurais parié, si vous m'aviez demandé en 2019, que vers 2022, on aurait les premiers vaccins ARN acceptés, qui seraient des vaccins anti-cancer. Le coronavirus a tout accéléré, donc effectivement maintenant le premier vaccin ARN synthétique approuvé est celui contre le coronavirus en 2020. Alors du coup, est-ce qu'on peut savoir vraiment qu'est-ce qui se cache derrière cet ARN messager ? Qu'est-ce que ça veut dire et comment ça se passe ? L'ARN messager est une molécule qui ressemble à l'ADN, mais qui en est une photocopie dont la caractéristique est ensuite d'être détruite. L'ADN, lui, est très stable, l'ARN est détruit. Donc, si vous imaginez l'ADN comme des livres, donc nos cellules ont 23 chromosomes, donc chacune de nos cellules, un neurone, une cellule de la peau, chacune des cellules contient 23 livres, 23 chromosomes. Vous pouvez imaginer ces 23 livres comme 23 livres de recettes.
pour faire toutes les protéines dont on a besoin. C'est comme ça qu'on L'insuline. utilise, par exemple, la fabrication de la viande à partir de cellules. Oui, c'est des cellules C'est- qu'on fait pousser pour les véganes qui veulent manger de Par la exemple. viande. Donc, voilà, donc chacune de nos cellules contient un noyau dans lequel il y a ces 23 chromosomes, 23 paires en réalité, mais disons donc 23 livres dans cette forteresse qu'est le noyau. Et les cellules décident de photocopier certaines pages. Donc une cellule du pancréas va photocopier la recette de l'insuline. Qu'est-ce qui l'intéresse? Voilà, une cellule du cerveau a la recette de l'insuline dans son livre, mais elle ne va pas la photocopier, elle va l'ignorer. Elle va faire la recette d'autres molécules, de neurotransmetteurs ou de neurorécepteurs. Donc, une cellule du sang va, par exemple, produire de l'hémoglobine, les protéines de l'hémoglobine. Donc, chaque cellule choisit les recettes qu'elle va photocopier. Mais toutes les cellules ont toutes les recettes, si elles veulent. Ils ont tous les livres à disposition au final, mais elles ne vont pas Exactement. utiliser ce qui ne leur intéresse pas. Exactement, c'est comme ça. Et donc cet ARN messager, donc cette photocopie, elle est lue, c'est la recette, la cellule lit cette recette, fait la recette, et ensuite la photocopie est jetée à la poubelle, elle est broyée, elle disparaît. Donc c'est pour cette raison, vraiment, ça c'est important, c'est pour cette raison qu'en 98, j'ai décidé de commencer sur l'ARN messager, parce qu'il y a ce côté transitoire qui est donc un gros avantage de sécurité. Et c'est le même côté transitoire qui faisait penser toute la communauté médicale et scientifique qu'on n'y arriverait pas. Parce que les gens nous disaient, vous êtes fous, l'ARN n'est pas suffisamment stable pour en faire un médicament. Et moi je disais, mais justement, l'instabilité permet la sécurité. Ça permet qu'on garde pas dans le corps à vie, en fait, ces recettes qu'on aurait ajoutées. Parce qu'il s'agit de ça, en fait. Le vaccin de Moderna, par exemple, contient ces ARN messagers qu'on a recréés, alors. Oui, c'est une photocopie. Alors là, vous voyez le coronavirus, vous imaginez son livre. Donc, il contient plusieurs recettes pour faire plusieurs protéines du coronavirus, dont la protéine d'enveloppe, qui s'appelle Spike. Et là, dans le vaccin, il n'y a que la recette pour cette protéine. Donc, il n'y a que la photocopie qui code pour une des protéines du coronavirus. Et ce qu'on injecte, en fait, c'est Alors, on va détruire une partie, justement, de la protection du virus en disant à notre corps, ben voilà, une recette qu'on va utiliser temporairement. La recette va disparaître une fois qu'elle sera lue, et donc, ça va créer les anticorps qui vont réagir contre le coronavirus, si c'est bien ce que j'ai compris. Si vous voulez, il faut imaginer que cette recette qu'on injecte, elle vient avec une grosse croix rouge dessus, qui veut dire recette toxique, recette dangereuse. Attention. Donc votre corps reçoit cette recette, voit que cette photocopie est quelque chose, document classifié, disons. Donc la recette, elle va la faire en sachant que il faut l'utiliser pour stimuler le système immunitaire. Les photocopies que les cellules font, vous les imaginez blanches, belles et sans problème. La photocopie qu'on injecte, elle vient dans un ensemble où il y a un signal rouge qui indique « faites cette recette, mais faites attention ». Et donc le système immunitaire vient voir ce qui se passe et fait des anticorps contre cette recette, contre cette protéine. Spécifique. Et c'est ce que le fonctionnement, ça c'est par exemple le fonctionnement des vaccins de Moderna, par exemple. Et de BioNTech, Pfizer. Et de CureVac. Je sais que les Chinois, par exemple, ont développé leur propre vaccin. Ce ne sont pas les seuls non plus. Hein. Il y a des Russes aussi qui se sont mis. Est-ce que c'est exactement le même principe ou est-ce qu'ils sont partis sur des technologies complètement différentes ? Ils sont partis sur des technologies complètement différentes. Donc ça c'est important, c'est un point important que vous soulevez parce qu'il faut vraiment dissocier les différents types de vaccins. Les vaccins ARN, donc ceux maintenant de Moderna et BioNTech, sont non seulement les plus rapides à être approuvés, mais aussi les plus sûrs. Parce qu'ils sont détruits. Parce que c'est de l'ARN et parce que c'est détruit. Les autres vaccins qui arrivent sont parfois de l'ADN, parfois des virus, parfois des protéines, qui sont tous bons et efficaces et qui ont prouvé au travers des essais cliniques qu'ils fonctionnaient, qu'ils étaient sûrs, mais en théorie, l'ARN messager offre cet aspect qui faisait qu'on était seul si longtemps. C'est cet aspect transitoire. Ce qui est injecté est vite dégradé, il n'y a pas de traces. Ce que moi j'ai vu comme un aspect de sécurité très tôt et qui l'est toujours, et que les autres vaccins, qui sont par exemple des virus, des adénovirus d'AstraZeneca, n'ont pas. On parle aussi, il y a certaines personnes dans les effets secondaires ont peur que justement on touche à de l'ADN, on touche à l'ARN. Est-ce qu'on peut y mettre un message qui va amener des complications aux cellules ou pas ? Non, justement, l'ARN ne peut pas affecter l'ADN dans ces conditions
précise. En théorie et dans le laboratoire, oui, parce qu'il y a des mécanismes qui s'appellent reverse transcription, donc pour remonter l'information de l'ARN à l'ADN. Mais ça, ce sont des mécanismes très très spécifiques qui se produisent dans certains virus, comme le VIH, mais qui sont vraiment des mécanismes très élaborés, très spécifiques. L'ARN messager qui est produit in vitro pour le vaccin coronavirus ne peut pas être intégré dans ces processus de reverse transcription. Le coronavirus a beaucoup de conséquences très différentes d'une personne à une autre. Comment ça se fait que, par exemple, on retrouve pas une constante, mais on va dire très souvent, il y a cette perte de goût et d'odorat, mais pour d'autres personnes, ça va être des nausées pendant une semaine, pour d'autres, ça va être vraiment très bénin. Il y a des maux de tête, mais les gens ne vivent pas vraiment leur coronavirus de manière linéaire. On n'a pas tous les mêmes symptômes. De quoi ça provient ? Là, je ne peux pas répondre, c'est hors de mon champ de compétences, donc cette question-là... Par contre, ce qui est intéressant, ce que j'avais entendu dans l'ARN messager, notamment avec les vaccins, c'est qu'on peut modifier le message si ce virus, justement, évolue. Il y a une possibilité assez rapide de faire évoluer ces vaccins. Tout à fait. Il est très facile donc, de produire un vaccin ARN nouveau qui coderait pour des protéines mutées du coronavirus. Donc vous avez vu pour la pandémie, le génome du virus a été publié en janvier et Moderna a injecté son vaccin le 16 mars à la première volontaire, donc en 2 mois, à partir de la séquence jusqu'au vaccin. Donc c'est ce qu'on fait en routine. On fait des vaccins en moins de 2 mois, des vaccins ARN messagers. Donc si on a besoin d'un nouveau vaccin ARN messager un petit peu modifié pour des virus un petit peu modifiés, ça sera fait en 2 mois. Après, la question qui se pose, est-ce que les autorités vont vouloir à nouveau faire toutes les études cliniques ? Je pense que non. Je pense que si on a un variant qui n'est pas couvert par le vaccin actuel, ce qui n'est pour l'instant pas le cas, mais si on découvre qu'il y a un variant du coronavirus qui résiste au vaccin, à ce moment-là, le nouveau vaccin sera très vite fait et je pense que les autorités accepteront que les études cliniques commencent en phase 3, c'est-à-dire directement en phase d'efficacité, et pas en phase 1, qui est la phase de toxicité, puisque maintenant cette phase 1 de toxicité a été faite avec cette formulation d'ARN, qui, elle, est nouvelle. L'ARN, la technologie vaccin ARN, n'est pas totalement nouvelle, mais cette formulation, cette petite bulle de gras dans laquelle est injecté l'ARN, est nouvelle. Mais maintenant qu'on a montré que cette formulation-là était sûre, avec différentes doses, c'est ce qu'on appelle la phase 1. Je pense que si on a besoin d'un nouveau vaccin ARN, cette phase 1 n'a pas à être refaite parce qu'on sait maintenant qu'il faut 30 microgrammes. Donc on pourra directement faire une étude pivot, donc qui est un placebo versus des vaccinés, avec le vaccin ARN nouveau qui protégerait contre le virus nouveau. Et là, ça ira très vite. Ça ira encore plus vite. Et ce qui est paradoxal, c'est que ça va vite. Les gens, c'est aussi une source de crainte, c'est que ça va vite. C'est vrai qu'on nous disait que tout d'un coup, en 48 heures, on avait trouvé la formule magique, alors qu'on n'en avait aucune idée, mais il s'agit en fait de ces photocopies. Une fois qu'on connaît le virus, c'est bon, il n'y a plus qu'à activer la machine. Et c'est un grand avantage, c'est un deuxième avantage de l'ARN messager. Donc le premier avantage, c'est la sécurité. Le deuxième, c'est la production. Donc effectivement, l'image de la photocopie est une bonne image parce que pour produire des virus ou des protéines, le processus de production dépend de quel virus ou de quelle protéine vous allez produire. Donc si vous devez produire une nouvelle protéine ou un nouveau virus, vous allez devoir réfléchir, tester, optimiser pour chaque protéine ou chaque virus. Alors qu'avec l'ARN, une fois que vous avez une fabrique d'ARN, vous pouvez produire n'importe quel ARN très vite. C'est pour ça que j'ai pris aussi l'image de la photocopieuse. Quel que soit le livre que vous vouliez photocopier, avec une photocopieuse, vous avez les photocopies. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'ARN. Une fois que vous avez une fabrique d'ARN messager, vous pouvez produire n'importe quel ARN messager en juste 2 ou 3 semaines. Merci Steve Pascolo d'être avec nous ce matin. On va revenir dans une seconde partie d'ici 11h. Ce sera avec des questions d'auditeurs qui sont tous impatients de savoir quel est votre avis avisé, on va dire. Hein. Avec plaisir. Radio FR. La cafette. La cafette. Ce matin, nous sommes avec Steve Pascolo, immunologiste et chercheur à l'Université de Zurich, qui est là vraiment pour nous faire comprendre ce vaccin contre le coronavirus, histoire de savoir ce qu'on s'injecte, parce que finalement, c'est vrai qu'on aime savoir ce qu'on se met dans les veines. C'est important. C'est important. C'est donc très intéressant de savoir de quoi il s'agit. Et nous avons plein de questions d'auditeurs. On va démarrer dans quelques instants. Oui, des questions que vous nous avez envoyées sur le WhatsApp de Radio Fribourg.
Et juste avant, on termine sur une petite partie concernant donc le vaccin, puisqu'on est en train de découvrir vraiment un petit peu profondément comment il a été créé. Et on voit qu'il y a différentes choses qui sont donc impliquées dans cette création de ce vaccin, notamment donc l'ARN, on a vu que c'est une technologie qui existe depuis plusieurs années. Par contre, la chose qui est un peu nouvelle, que vous nous dites, qui est un peu nouvelle, c'est donc l'encapsulage de cet ARN. Comment on va l'insérer dans le corps? Voilà, et là, on peut reprendre le parallèle avec les photocopies. Si vous voulez envoyer un courrier, vous avez besoin d'une enveloppe. Vous avez la photocopie, qui est l'ARN, qui est donc la partie intéressante, mais il vous faut une enveloppe. Comment on l'insère dans le corps? Voilà. Et l'enveloppe, donc ce qu'on faisait il y a 20 ans, c'était, disons, une enveloppe avec la poste B. Maintenant, ce qu'il y a dans le vaccin coronavirus nouveau, c'est FedEx ultra rapide, ultra sécurisé, extraordinaire. Donc il y a eu une amélioration qui a été faite sur l'enveloppe de la photocopie qui est extraordinaire ces 20 dernières années et qui permet maintenant à l'ARN d'arriver à destination très très vite, très très efficacement. C'est l'objectif dans une pandémie comme actuellement. Et c'est un problème double parce que cette enveloppe, il faut qu'elle soit résistante, disons, aux intempéries. Si vous imaginez l'ARN, il est fragile dans le contexte du corps. Donc il faut qu'il soit bien protégé. Donc il faut que votre photocopie soit dans une enveloppe métallique super forte qui va résister au froid, à la neige, etc. Par contre, une fois qu'elle arrive au destinataire, cette enveloppe, il faut qu'elle soit très facilement ouvrable. Donc vous avez une dichotomie entre le fait qu'il faut une enveloppe qui vous protège bien l'ARN quand il est à l'extérieur, mais une fois dans la cellule, qui le donne bien. Donc c'est difficile de remplir les deux conditions. Et c'est les progrès spectaculaires qui ont été faits pendant 20 ans par les compagnies, par CureVac, BioNTech et Moderna, et par une compagnie qui s'appelle Aquitas, qui ont réussi ce tour de force de faire des enveloppes super résistantes, où l'ARN est super bien protégé, mais une fois dans les cellules, il est super bien relargué. Et donc cette dichotomie, ils ont trouvé les solutions, et ça, c'est un élément nouveau qui est une des explications de la grande efficacité de ces vaccins aujourd'hui par rapport à ce qu'ils étaient il y a 20 ans. Et c'est ça aussi qui a dû passer devant les instances de chaque pays pour être approuvé, c'est ça? Oui, parce que cette formulation précise était nouvelle et le site d'injection intramusculaire pour l'ARN était nouveau. Donc il fallait vraiment faire les études de toxicologie et ce qu'on appelle d'escalation de dose pour voir pour cette formulation, cette enveloppe super sécurisée et à la fois très efficace, de voir à quelle dose il fallait l'injecter, dans quel site, pour le coup intramusculaire, et est-ce cette enveloppe en elle-même pouvait donner des problèmes, donc des effets secondaires. Donc c'est pour ça qu'il a fallu faire ces escalations de doses qui sont parties de 1 microgramme d'ARN jusqu'à 250 microgrammes et qui ont permis de définir la bonne dose, celle qui fonctionne bien, qui ne donne pas trop d'effets secondaires. Alors justement, est-ce que on peut parler des points positifs de ce coronavirus? C'est que la science a fait un bond en avant, finalement, pour traiter aussi d'autres maladies futures. Oui, tout à fait. Donc là, on a fait en 1 an un bond extraordinaire sur la technologie, mais ça fait plus de 20 ans qu'on l'améliore, donc ça, il y a eu beaucoup de petits pas. Mais là, on a fait un bond en avant, donc avec cette technologie particulière, donc cette enveloppe particulière, injectée intramusculaire, mais surtout, donc le grand pas qu'on a fait là en 2020, c'est pour que les communautés scientifiques et médicales voient finalement l'intérêt de l'ARN messager qu'ils ont toujours refusé de voir en grande majorité jusqu'à très récemment. À l'hôpital universitaire de Zurich, on continuait à me dire il y a 2 ans que l'ARN messager ne servirait jamais à rien en médecine. Donc maintenant, on a fait aussi ce pas. On a fait un cap, on a convaincu des gens. Voilà, et c'est important parce qu'il y a aussi un problème de financement, surtout un problème de financement public. Comme je le disais, pendant 20 ans, on a eu très peu de financement public, c'était beaucoup des investissements privés, et c'est dommage, et je pense que là, on va pouvoir réussir à avoir plus facilement, disons, des financements publics pour développer cette technologie, par exemple, pour des maladies rares, qui ne sont pas des maladies prises en charge par les compagnies, qui doivent être financées par les autorités publiques qui, pour l'instant, ne m'ont jamais été financées, ne m'ont jamais soutenu. Et là, je pense qu'on va avoir un déferlement de nouvelles formulations d'ARN messager qui peuvent traiter beaucoup de maladies. Je dis toujours, quelle que soit la maladie, il y a une solution ARN messager. Vous imaginez le spectre énorme de possibilités. Surtout justement pour les maladies orphelines. Maladies orphelines, maladies génétiques, maladies dégénératives, on a une base. infections. Et maintenant,
à cause du coronavirus, mais disons que là, la communauté scientifique et médicale voit la formidable efficacité de ces ARN messagers, et je pense que donc on passe dans une nouvelle ère avec l'ARN messager, où j'espère qu'on sera plus facilement financé et on va pouvoir vraiment développer le potentiel de manière plus rapide. Alors revenons à notre vaccin contre le coronavirus, puisqu'on a quand même beaucoup de questions qui sont liées à ça, notamment la première de Giovanna. Pourquoi certaines personnes ont-elles eu des effets secondaires en réaction au vaccin ? Giovanna, c'est une bonne question et c'est difficile d'y répondre, mais je vais juste dire que c'est la même chose avec tous les vaccins. Donc si vous connaissez des gens qui se vaccinent contre la grippe, il y a certaines personnes qui ont fatigue, fièvre, d'autres par contre qui n'ont rien. Donc ça dépend vraiment de votre état physiologique probablement, ça dépend certainement aussi en partie de votre situation génétique, ça peut aussi dépendre de votre histoire immunologique. Donc tous ces paramètres font qu'on ne réagit pas tous de la même manière et on le voit avec n'importe quel vaccin. Certaines personnes ont des effets secondaires et d'autres non. Vous en avez aussi parlé avec le coronavirus. Donc certaines personnes, lorsqu'elles sont infectées, ont différents symptômes. Tout ça fait partie de nos différences physiologiques et probablement immunologiques et génétiques. On a une autre question de Sophie qui nous dit « J'ai déjà eu le coronavirus, est-ce que je dois quand même me faire vacciner ?» Oui, Sophie, vous devez vous faire vacciner au plus tôt parce que la réponse immunitaire que vous avez eue au cours de votre infection, donc on ne sait pas si elle est très forte, on ne sait pas si elle va durer, donc la vaccination va vous permettre de la booster, de l'augmenter. Donc de toute façon, même s'il est possible que vous ayez une immunité protective due à votre première infection, le vaccin permettra d'augmenter cette immunité et de la faire encore meilleure pour vous protéger encore mieux. Sandrine de Grelais, alors est-ce qu'il est possible que le vaccin soit inefficace contre les nouvelles variantes du Covid ? On en parlait en première partie d'émission, et notamment celles en provenance d'Afrique du Sud. Pour l'instant, les tests réalisés par les compagnies ont montré que les anticorps induits par les vaccins chez les volontaires, ces anticorps neutralisent tous les SARS-CoV testés pour l'instant, tous les différents variants. Je crois qu'il y en a 19. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de démonstration qu'un variant de SARS-CoV-2 échappait à la réponse immunitaire induite par le vaccin. Donc pour l'instant, ce vaccin, Moderna, en tout cas celui de BioNTech, Pfizer, a montré que pour l'instant, il protège contre tous les variants qui ont été testés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des nouveaux variants qui vont échapper au vaccin. À ce moment-là, il faudra faire, comme on disait tout à l'heure, un nouveau vaccin avec un ARN un petit peu différent, mais qui sera très vite produit, très vite testé, et qui pourra être combiné avec le premier ARN. Donc vous pourrez avoir peut-être dans quelques mois, si effectivement il y a une nouvelle souche de virus qui échappe à la protection, à ce moment-là, le vaccin contiendrait 2 ARN messagers, un codant pour cette fameuse protéine spike du virus ancien et un codant pour l'ARN messager, un contenant l'ARN messager codant pour la nouvelle protéine spike d'un éventuel nouveau virus. Très bien. On a Gilberto qui vient de Bulle et qui, lui, nous parle plus de restrictions de liberté et notamment de choix de se faire vacciner ou pas. Est-ce que vous avez un avis sur cette partie-là ? Disons là, c'est plus politique que scientifique. Oui. Donc là, je ne donne pas un avis d'expert, mais un avis. Vous avez peut-être quand on vous entend parler de cet ARN messager, comme vous plaidez un petit peu la cause de cet ARN messager, que vous étiez aussi dans des entreprises, peut-être certaines personnes se disent vous avez des intérêts ou pas du tout ? Pas du tout. Et c'est même l'inverse. Si j'étais intéressé par l'argent, je n'aurais jamais fait l'ARN messager. Les débuts de l'ARN messager, on s'est beaucoup sacrifié avec mes 2 collègues Florian van der Mulbe et Igmar Heur. On s'est beaucoup battu, on a fait des crédits à la banque. Alors franchement, donc, si on était intéressé par l'argent, on serait plutôt allé travailler chez Roche ou chez Novartis plutôt que de prendre tous ces risques. Et deuxièmement, donc, ma compagnie CureVac, je m'en suis séparé en 2006. Je n'ai aucune action de CureVac, je ne travaille plus avec CureVac. Je travaille de manière académique avec BioNTech. Donc on a eu un grand européen pour des recherches de vaccins anti-cancer. Donc je ne touche pas un centime sur le vaccin ARN contre le coronavirus. Par contre, je veux continuer à développer ce potentiel de l'ARN qui est immense. Et donc maintenant qu'on a la démonstration de cette efficacité et de la sécurité de ce vaccin, il faut redoubler d'efforts pour continuer à utiliser cette technologie pour résoudre tous
toutes les maladies qui peuvent être adressées par cette technologie. Vous y croyez vraiment clairement en tant que scientifique? Oui, et donc pour ce qui revient à la question, à se faire vacciner, donc je conseille à tout le monde de se faire vacciner au plus tôt. Ce vaccin est sûr, ce vaccin est efficace, ce vaccin va nous permettre de sortir de la pandémie. Des pays comme Israël montrent le chemin avec presque 25% de leur population vaccinée. Comment ça se fait-il qu'il y ait une si grande différence de vitesse d'un pays à l'autre? C'est une bonne question, là à nouveau plus politique que scientifique. Il y a des vaccins, ils sont prêts ou... Il y a pénurie de vaccins? Est-ce que c'est la machine à vaccins qui n'arrive pas à suivre? Je pense pas. Là, c'est aussi un peu plus politique que scientifique, mais disons que si je regarde les chiffres, BioNTech Pfizer avait déclaré, c'est sur leur page web, qu'ils avaient, fin 2020, 50 millions de doses prêtes, disponibles, 50 millions. J'ai regardé hier, on a injecté dans le monde entier 30 millions, 31 millions de doses. Donc, le stock de 2020 était de 50 millions de doses et au jour d'aujourd'hui, on a injecté un peu plus que 30 millions de doses. Donc il reste 19 millions de doses dans la nature. Alors elles sont peut-être pas en Suisse, elles sont peut-être aux États-Unis, je ne sais pas où elles sont. Mais là, c'est un problème de logistique. Il y a des doses, il y en a 19 millions mathématiquement. Et en plus, BioNTech, Pfizer produisent 1 million par jour. Donc ça continue. Donc il y a des stocks de millions de doses. Alors, est-ce qu'ils sont dans les mauvais pays ou ça, je l'ignore, mais il n'y a pas une pénurie en tant que telle, puisque pour l'instant, comme je vous disais, il y avait au moins 50 millions de doses disponibles, 31 millions injectées, donc il y a 19 millions de doses. C'est logistique. Disponibles. Il y avait aussi logistique avec il doit être donc dans des températures très négatives. Ça, c'est pas le problème, parce que en science, on reçoit tous les jours des colis en ce qu'on appelle dry ice, donc glace carbonique, je crois. Donc ça, c'est pas vraiment un problème. Non, je pense que le problème est qui a décidé en premier de commander, qui a pu se faire livrer en premier. Donc là, ce sont à nouveau des décisions politiques. Quels gouvernements ont sécurisé très tôt des doses et ont peut-être été livrées plus tôt. Alors il y a certainement, comme je disais, il y a 19 ou au moins 20 millions de doses quelque part, qui n'ont pas été injectées. Donc, est-ce qu'elles sont dans certains pays et pas dans d'autres? C'est possible, mais la responsabilité en revient aux pays qui n'ont peut-être pas suffisamment tôt réagi ou pas suffisamment tôt réservé. Et en même temps, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Les pays n'ont jamais vécu une vaccination autant à large échelle, ça n'a jamais existé. Voilà, et les décisions étaient certainement très difficiles à prendre. Donc, pour les gouvernements, au mois de juillet, au mois d'août, quel vaccin réserver? Donc, effectivement, les décisions étaient difficiles, on n'avait pas de recul. Donc, certains pays, peut-être par chance, ont pris des meilleures décisions que d'autres, mais on ne peut pas critiquer parce qu'à la fin, effectivement, comme vous le dites, on n'avait pas d'expérience et c'était un peu compliqué pour les autorités de savoir où se tourner. C'est la question de Roman, en fait, toute simple, mais qui est liée à ça. On en a encore pour longtemps? La question de tout le monde, même. Je pense qu'à nouveau, ça, la technologie est là, le vaccin est là, il est sûr et efficace, le vaccin ARN messager. Donc, c'est pas à moi je ne peux pas savoir donc à quelle vitesse une population comme la Suisse va être protégée. Est-ce que c'est vraiment un vaccin qui coûte cher ou est-ce que c'est accessible vraiment aux gens du monde entier? J'ai l'impression que le prix est relativement bas, non? Donc, c'est quelques francs, enfin, c'est une vingtaine de francs, si je sais, entre 10 et 20 francs. D'accord. Je ne sais pas exactement le prix en Suisse, mais donc non, c'est pas un prix élevé, il y a besoin de 2 doses, donc c'est pas du tout quelque chose qui est... C'est pas une barrière. C'est pas du tout une barrière, non. Et puis il y a à partir de quand on va commencer à avoir les premiers effets, donc là on commence à vacciner, il y a justement, si on regarde Israël, des premiers effets vont se faire sentir après la deuxième vaccination, la deuxième dose, c'est ça? Oui, la protection totale vient environ 1 semaine après la deuxième dose. Et la deuxième dose est donnée 3 semaines après la première. Donc entre la première injection et le moment où vous êtes complètement protégé, il se passe 1 mois. Donc après la première injection, vous pouvez être tout à fait infecté. Donc l'injection ne vous protège pas tout de suite. Pour que les anticorps apparaissent, il faut au moins 15 jours. Et après, on est protégé pour une durée de... Ça, on ne sait pas, puisque... Pour l'instant, on n'a pas encore de résultats. Tout est nouveau. On découvre. Donc là, on va découvrir si l'immunité est prolongée. La première participante, comme je le disais, c'était le 16 mars. Donc on n'a pas plus de recul que 8-9 mois. Chez 7 personnes, on peut prendre du sang aujourd'hui et voir si elle a toujours des anticorps. Donc, mais on ne peut pas avoir plus que ce certain nombre de mois pour ce vaccin Covid-19 particulier. Donc pour vous, la seule issue à cette pandémie, c'est vraiment ce vaccin?
C'est ce vaccin, disons, il y en a d'autres qui arrivent, mais les aspects de sécurité du vaccin ARN messager, donc Moderna, BioNTech, Pfizer, font que, effectivement, je pense que là, on a une méthode à la fois très efficace et très sûre pour se vacciner contre le Covid et en sortir de la pandémie. On entend souvent, moi je vais attendre que ça évolue un peu ce vaccin. C'est un petit peu comme quand on installe son logiciel version 1.0 bourré de bugs, on se dit si je la prends à la 2.0, ça ira beaucoup mieux. Est-ce que ça vaut la peine d'attendre une amélioration ? Non. Parce que, donc, comme je le disais, on a fait des vaccins déjà depuis 2003. Maintenant, cette nouvelle formulation donc, est testée depuis mars 2020. Et je veux dire que là, il faut être un peu citoyen. Et c'est certainement une des raisons pour laquelle Israël va si vite. Parce qu'en Israël, les personnes, donc les hommes font 3 ans de service militaire, les femmes 1 an et demi. Les gens apprennent la santé aussi, que tout le monde est concerné par ce qui se passe. Donc certainement, donc, il y a la priorité au bien commun qui passe avant l'individuel. Et probablement en partie à cause de ces 3 ans d'armée ou 1 an et demi pour les femmes. Et je voudrais dire qu'il faut vraiment penser à toutes ces personnes, donc cette première personne injectée le 16 mars, tous ces volontaires, il y en a des dizaines de milliers de personnes qui se sont portées volontaires pour venir quelque part se faire injecter quelque chose dont on ne savait pas à ce moment-là si c'était bon, si c'était sûr. Ces gens ont pris des risques, ils sont venus, ils ont pris du temps, ils ont donné du sang avant l'injection, ils ont donné du sang plusieurs fois ensuite, jusqu'à la 2e injection, puis encore après. Il faut féliciter ces milliers de personnes volontaires qui ont, eux, été des cobayes volontaires, qui ont lu des documents, qui ont signé, qui sont venus se faire injecter, qui ont donné du sang. Et je pense qu'il faut aussi se rappeler de tous ces milliers de volontaires et se dire qu'eux ont été des cobayes volontaires, ils ont été braves, ils nous ont montré que ce vaccin était efficace et sûr. Alors nous, on peut au moins être un petit peu courageux. Ouais. On n'est plus cobayes, eux l'ont été, nous on ne l'est pas. Alors si ces milliers de gens ont été aussi courageux, nous maintenant qu'on sait que ce vaccin est sûr et efficace, le moins qu'on puisse faire, c'est quand même se faire injecter, sans peur. Ce qui pourrait être intéressant, question aussi d'auditeur, que pensez-vous de l'hydroxychloroquine, puisqu'on en a parlé pendant très longtemps, en début de pandémie, notamment pendant la première vague, et là, tout d'un coup, c'est vrai que c'est sorti de l'actualité. Merci de me poser la question, parce qu'au fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'en arrivant en 2006 à Zurich, donc j'ai voulu continuer l'ARN messager, et je voulais faire ce que j'appelais de la rescience, c'est-à-dire que en médecine et en développement clinique, donc vous avez beaucoup de soutien pour ce qui est nouveau, pour des nouveaux médicaments qui sont brevetés, qui sont nouveaux. Par contre, il y a peu de soutien pour le repositionnement d'anciens médicaments dans des nouvelles indications, parce que c'est pas sexy, c'est pas breveté, ça rapporte pas d'argent. Ça rapporte moins. Ça rapporte moins. Et moi, je voulais aussi me libérer de CureVac pour cette raison, pour choisir sur quoi je travaille, pas en fonction ni de brevets, ni d'intérêt, mais vraiment de ce qui fonctionne. Et donc, dès 2006, j'ai commencé des programmes sur la chloroquine comme médicament anti-cancer. Donc, j'ai publié plusieurs articles scientifiques sur la chloroquine en combinaison des chimiothérapies. Et j'ai aussi fait un essai clinique à l'hôpital universitaire de Zurich sur les patients qui souffrent de cancer du pancréas avancé, qui sont des patients qui reçoivent des chimiothérapies. J'ai fait un essai clinique de phase 1 où on a combiné différentes doses de chloroquine avec la chimiothérapie chez ces patients. On a publié cette étude, je crois, en 2016, qui est très intéressante, qui montre qu'effectivement la chloroquine a une activité anti-cancer lorsqu'elle est combinée à la chimiothérapie. Et donc, la chloroquine, elle a énormément de possibilités. Et la chloroquine, c'est aussi une molécule Janus qui a deux faces. Elle a des activités opposées à basse dose et à haute dose. En bref, à basse dose, elle est immunostimulante, elle stimule la réponse immunitaire. À haute dose, elle est immunosuppressive. Donc les gens qui ont par exemple du lupus ou de l'arthrite rhumatoïde prennent des hautes doses de chloroquine parce qu'ils suppriment leur système immunitaire. Mais à basse dose, c'est l'inverse. La chloroquine est une molécule extrêmement intéressante parce qu'elle est très sûre, mais elle a différents types d'activités que vous pouvez moduler selon la dose. Et
Dans le cas du Covid, je pense qu'il est absolument raisonnable d'imaginer que la chloroquine est efficace, puisqu'elle justement elle a ses différentes fonctions. Par contre, peut-être que la dose n'a pas été suffisamment étudiée. Les gens ont donné très vite des hautes doses en se disant plus la dose est haute de chloroquine, plus l'efficacité contre le Covid sera importante. Je pense que ça n'est pas le cas. Bien sûr, c'était difficile de tester différentes doses, mais il est possible que l'efficacité de l'hydroxychloroquine contre le Covid ait été supérieure si on avait essayé des plus basses doses. C'est contre-intuitif, mais pour la chloroquine, il est possible que de basses doses soient plus efficaces que de hautes doses contre le Covid. Mais je pense que si on étudie tout ça très précisément, on va trouver la bonne dose et le bon timing pour que la chloroquine puisse permettre de réduire la maladie Covid-19. Ça, c'est une fois qu'on est infecté, une fois qu'on n'a pas eu le vaccin, ça peut être une solution. Voilà, maintenant, c'est plus tellement actuel puisqu'on a d'autres moyens de traiter la maladie. Donc, des corticostéroïdes, par exemple, qui permettent quand même de diminuer la mortalité du Covid-19 et le vaccin. Donc, je pense que l'hydroxychloroquine n'est plus effectivement si importante qu'elle était, mais c'était, je pense, une bonne idée au mois de février, mars, avril de l'utiliser. C'est un médicament aussi très sûr. À nouveau, je regrette juste qu'on n'ait pas essayé des plus basses doses, mais bien sûr, tout était fait dans l'urgence et c'était difficile de toute façon. Merci d'avoir été avec nous, on a répondu à nos questions d'auditeurs. Merci Jonathan aussi. Merci beaucoup. On va se faire vacciner, je crois. Oui, je crois que ça... Vous avez 2-3 doses dans la poche hein. Je les ai sur place, on va faire maintenant. Merci en tout cas Steve Pascolo d'avoir été avec nous. Vous êtes, on le rappelle, immunologiste, chercheur à l'université de Zurich. À l'hôpital universitaire de Zurich. D'accord, merci, bonne journée à vous. Bonne journée. Voilà, Rio, Jonathan et surtout Steve Pascolo qui nous ont parlé aujourd'hui de ce fameux vaccin ARN messager. Steve Pascolo a non seulement bien joué le jeu, répondu aux questions aussi, et puis quelqu'un qui s'exprime aussi de manière à ce que l'on comprenne un petit peu non seulement les enjeux, mais aussi le fonctionnement des choses. Voilà, j'espère que vous aurez appris un certain nombre de choses à l'écoute de cette émission. Merci en tout cas à Steve Pascolo de s'être déplacé aussi et d'être venu nous trouver à l'occasion d'une journée particulière, puisqu'il était là également pour l'émission Fribourg fait maison. Voilà, bonne journée à toutes et à tous, et puis vous pouvez bien sûr réécouter cette émission en podcast sur notre site, sur le site frappe.ch, sur l'application également, si vous voulez en savoir un peu plus ou si vous n'avez pas réussi à suivre l'entier de cette émission. Belle journée.